Nous avons donc la dernière séance qui est consacrée aux questions de justice liées au changement climatique. Justice climatique, comme on dit maintenant, environnementale et climatique. Et nous accueillons, comme vous le savez, vous avez reçu la présentation de notre invité, que je remercie beaucoup et chaleureusement. Nous accueillons donc Dominique Bourg, qui a choisi de traiter à la fois ces questions plutôt sous l'angle donc l'angle politique, philosophico-politique, et plutôt de la politique nationale, le titre est Les conditions démocratiques nationales de justice climatique globale, donc de reconduire cette interrogation dont nous savons qu'elle est globale et dont il a été beaucoup insisté sur le fait qu'elle affronte des données qui sont des données globales, des inégalités globales ou des injustices globales. Dominique a choisi donc de les aborder par une entrée de philosophie politique et de philosophie politique nationale sur les conditions démocratiques d'un traitement de ces problématiques en interne aux États démocratiques. C'est la dernière intervention des philosophes. Nous avons entendu dans ce séminaire, dont je ne veux pas présenter un bilan, mais nous avons entendu un représentant des sciences environnementales, 2 ou 3 représentants, je ne sais plus, de l'approche économico-politique par les économistes, et 3 ou 4 ou 2, je ne sais plus, 3 interventions en philosophie politique. Ce qui ressort jusqu'ici, je ne sais pas comment vous percevez cela, c'est une espèce de très grande distance entre ce que les économistes, souvent très proches des sommets, des instances de délibération internationales sur ces questions, perçoivent comme étant les interrogations les plus importantes, brûlantes, et puis les théorisations philosophiques telles que développées notamment dans les théories de la justice sur lesquelles travaille notre doctorant commun, interuniversitaire, et d'autres, c'est-à-dire les questions donc de théorie de la justice climatique et de principe de justice, avec une espèce de dialogue ou d'indifférence un peu réciproque, en tout cas qui nous a bien été ici exprimé clairement par les économistes. Voilà, donc je vous laisse jeter un pont, si possible, entre ces deux moitiés du dossier que vous êtes sans doute parmi les rares à pouvoir faire se rejoindre, donc je vous laisse tenter de le faire. Merci Alain, merci de votre invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je vous propose de prendre le sujet sous un angle assez particulier. Alors, justement, pour répondre déjà tout de suite à ce que vous avez dit, moi, je ne vais pas poser comme ça des principes dans l'abstrait. Je vais déjà essayer de vous proposer, je vais vous proposer des hypothèses pour déjà essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, effectivement, eu égard à ces questions, nous faisons si peu de choses. Non seulement nous faisons si peu de choses, mais en termes de responsabilité historique, les démocraties ont, en matière de changement climatique, et par rapport aux autres problèmes d'environnement globaux, une responsabilité écrasante. Pour vous le faire comprendre, je ne vous donnerai qu'un chiffre qu'on trouve dans le excellent livre de l'historien McNeill, l'historien américain. De 1890 à 1990, la population humaine croît d'un facteur 3,5. Rigoureusement parlant, durant la même période, les émissions de gaz à effet de serre, elles, croissent d'un facteur 17. L'essentiel de ces émissions sont imputables aux États-Unis et à l'Angleterre en très grande partie, à telle enseigne que 2 jeunes historiens récemment ont dit « Nous devrions dénommer les premières décennies de l'Anthropocène Anglocène ». Si je regarde la période proche, les 14 dernières années qui viennent, enfin en tout cas les 13 qui viennent de s'écouler, la responsabilité des régimes démocratiques reste à peu de choses près la même. Je vous rappelle que dans son rapport précédent, celui rendu public en 2007, l'IPCC ou le GIEC invitait les États industriels, enseignement industriel, à réduire d'ici à 2020 leurs émissions de 40%, de 25 à 40%, en souhaitant évidemment le maximum possible pour éviter, comme vous le savez, une hausse de la température d'ici à la fin du siècle de 2 degrés. Vous savez que l'Union européenne s'était engagée dans le paquet climat-énergie
à 20% de réduction, qu'à partir de 2008, du sein de l'Union, eh bien, effectivement, l'objectif était contesté. On propose à nouveau un objectif de 40% pour 2030, mais pas du tout certain qu'on puisse l'atteindre. Et en plus, comme vous le savez, ces objectifs sont très hypocrites parce qu'ils ne concernent que les ratios directs entre les individus sur un territoire et leurs émissions. On ne comptabilise pas dans ces accords les émissions grises, c'est-à-dire celles que l'on suscite sur d'autres territoires. Donc effectivement, nous avons une responsabilité relativement écrasante. Et la première chose que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous faisons si peu de choses. Et l'hypothèse que je vais essayer de défendre, c'est évidemment pas de vous convaincre de la malignité intrinsèque de nos régimes, loin de moi ce genre de considération, mais de vous montrer qu'il y a des raisons anthropologiques, de finitude, de nos capacités d'appréhension morale, de nos capacités cognitives sous-jacentes aux mécanismes démocratiques, qui peuvent expliquer cette situation de relative passivité des régimes et de leurs citoyens par rapport à ces enjeux qui pourtant, comme vous le savez, sont très très lourds. Alors, je vais repartir d'une définition de la démocratie. Comme toute définition de la démocratie, elle est évidemment très étroite et ne couvre qu'un aspect des choses, mais par rapport à ce que je vais vous montrer, cet aspect est capital. On pourrait définir la démocratie comme l'institution qui permet d'organiser l'influence que les citoyens peuvent exercer sur la décision publique, ce qui permet d'ailleurs de couvrir tous les types possibles, représentatifs, directs ou participatifs, de démocratie. Par ailleurs, comme vous le savez, le dessein normal et général des politiques publiques est l'amélioration du bien-être général. Et précisément, si tel n'était pas le cas, le citoyen n'aurait pas à jouer le rôle qui est le sien, qui est celui de juge ultime, en fait, des politiques publiques. Et ce qui est très important à cet égard, c'est qu'effectivement, si l'on regarde la question du bien-être, je peux par exemple avoir affaire à une politique publique assez compliquée, mais au moins après quelques années d'exercice de la dite politique publique, je serai le seul en mesure de juger, d'appréhender dans quelle mesure cette politique a contribué ou non à améliorer mon bien-être. Si je veux connaître votre degré de bien-être, je n'ai pas d'autre solution que de vous le demander. Même si on peut construire des indicateurs, ces indicateurs vont de toute façon avoir pour fondement des aspects proprement subjectifs. Donc en matière de politique publique générale, le citoyen est tout à fait équipé en quelque sorte pour être effectivement le juge ultime des politiques publiques. Or, comme on va le voir, en matière environnementale, nous avons affaire à des conditions cognitives qui sont totalement différentes. Et dans ce domaine, le citoyen n'est plus capable d'exercer sa fonction de juge ultime. En tout cas, il n'a pas en lui-même les ressources nécessaires pour pouvoir l'exercer. Alors, je vais commencer par une première finitude, parce qu'en matière d'environnement, en général, on a tendance à parler de la finitude des ressources, de la finitude des capacités de charge du système biosphère. Tout ça, évidemment, est très juste, mais ça ne suffit pas pour comprendre les difficultés que nous rencontrons. La première des finitudes qu'il faut considérer, c'est celle de nos capacités de compréhension. Et on va tout d'abord focaliser sur nos capacités de compréhension morale. Et pour ce faire, je ne vais pas passer par les éthiques de la vertu, la déontologie, etc. Je vais revenir à quelque chose qui est plus profond et qui est sous-jacent, qui est ce qu'on appelle la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Comme vous le savez, cette règle, on la trouve dans toutes les sagesses, toutes celles qui se formalisent, qui donnent lieu à écriture durant ce qu'on a appelé la période axiale. Sous des formes légèrement différentes, on va la retrouver partout, dans toutes les grandes religions et sagesses, et on peut émettre l'hypothèse que la règle d'or, en quelque sorte, est un legs du processus de l'évolution. Alors revenons sur cette histoire de règle d'or pour bien la comprendre. La règle d'or est en quelque sorte une procédure. Comme vous le savez, elle n'a pas pour résultat qu'on ne la viole pas, on la viole assez régulièrement, mais en revanche,
lorsqu'on la viole ou lorsqu'on a l'intention de la violer et d'une façon relativement grave et accusée, eh bien, on se retrouve dans la nécessité de devoir se justifier. Et c'est là que réside l'aspect universel de la règle d'or. Ce n'est pas dans le fait qu'on ne peut pas la transgresser, mais c'est dans le fait que pour la transgresser, il convient de se justifier. Et vous allez voir, c'est tout à fait fondamental. Vous avez tous à l'esprit la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Vous vous en souvenez, le loup a un comportement tout à fait humain. Il ne croque pas l'agneau de façon sauvage. Avant de le croquer, il va devoir se justifier. Alors, je vous le concède, ces justifications sont oiseuses, mais vous savez, souvent, les justifications des puissants sont assez oiseuses. Ils reprochent à l'agneau de troubler l'eau qu'il est en train de boire. L'agneau qui n'est pas complètement idiot, en dépit de ses 4 pattes, il lui fait remarquer que il est à l'aval et lui à l'amont. Alors, si c'est pas toi, c'est ton cousin, c'est ton frère. Je n'ai pas de frère, alors c'est ton cousin. Et il l'emporte, et comme vous le savez, il l'emporte dans les bois pour le croquer. Alors, là derrière, vous avez un mécanisme très fort, et le premier à l'avoir identifié, c'est François d'Assise. Dans les Fioretti, la légende relate cet épisode où François revient un soir au couvent, et il a laissé le frère Ange être maître des lieux, et le frère Ange a éconduit 3 routards. Alors les routards de l'époque, ça n'a rien à voir avec le guide du même nom aujourd'hui, sont des gens quand même relativement dangereux. Et François oblige ce pauvre frère Ange, qui va évidemment, vous imaginez, tremblant, à leur apporter déjà le pardon, ensuite le boire, le souper, et les inviter même à coucher, à ses risques et périls. Alors rassurez-vous, Ange n'a été nullement agressé, parce qu'en fait, tout simplement, lorsque vous vous tenez en face d'autrui, en face de la violence d'autrui, sans justifier à votre manière sa propre violence, vous enrayez le processus de justification de la violence. Et le fait de l'enrayer, c'est précisément ce que Gandhi a compris et en a fait une stratégie politique. Si vous ne répondez pas de façon courageuse à la violence d'autrui, vous enrayez auprès d'autrui le processus de justification de la violence. Et là, on a effectivement à la fois le fondement d'une non-violence possible, mais de manière plus générale, le fondement de politique publique. Sans ce besoin de se justifier, il n'est pas possible d'intervenir et de ralentir la violence. En quelque sorte, lorsque vous êtes en dehors du cercle de proximité, dans la tradition on parle de proche que de prochain, lorsque vous êtes en dehors du cercle de proximité, vous êtes totalement indifférent aux dommages. Or, la caractéristique des problèmes d'environnement contemporain, c'est d'une part d'être abstrait. Si vous sortez dehors, votre équipement sensoriel natif ne vous permettra pas de connaître et de savoir qu'il y a 400 ppm grosso modo de CO2 dans l'air ambiant, enfin dans les rues de Paris un petit peu plus, mais si vous brassez, vous atteindrez ça. Les problèmes d'environnement qu'on connaît sont des problèmes abstraits, qui n'accèdent pas à nos sens. Les causalités en cause sont des causalités diffuses. Les effets sont des effets qui excèdent le périmètre de la règle d'or, le périmètre de la proximité. Les causalités en cause, je vous l'ai dit, sont diffuses et contestables. Et puis, la responsabilité de chacun, en quelque sorte l'effet marginal au sens marginaliste économique du terme, est quasi nul. Si chacun de vous dans cet amphi n'était pas né, ou moi ou qui d'autre, ça n'aurait rien changé à l'état environnemental du monde. C'est-à-dire qu'à titre individuel, ma responsabilité est nulle. En d'autres termes, face à ces problèmes d'environnement contemporain, je ne ressens aucune obligation de justification. Autrement dit, ce que pressentait Gunther Anders ou Hannah Arendt, le fait que nous nous étions donné les moyens de faire et de faire des choses que nous ne pourrions plus comprendre, nous en avons une superbe illustration en matière de capacité d'appréhension morale. Nous ne sommes plus capables d'être moralement interpellés par les conséquences de nos actions. Alors on va le voir, on peut... Alors, simplement, imaginez par exemple, à contrario,
que lorsque je prends ma voiture, eh bien, je vois derrière moi les victimes du changement climatique s'allonger. Quand bien même je serais le PDG, enfin le CEO de Goldman Sachs, je m'arrêterais. Alors, le CEO de Goldman Sachs ne va pas s'arrêter longtemps, rassurez-vous. Mais là, beaucoup de gens s'arrêteraient et éprouveraient le besoin de se justifier. Certains ne reprendraient plus leur voiture. Mais nous, non. Nous sommes totalement indifférents à ces conséquences abstraites, lointaines, qui excèdent encore une fois le cercle où nous ressentons des obligations. Alors, là, c'est en quelque sorte notre finitude en termes moraux que l'on peut appréhender. Vous allez voir qu'on va pouvoir appréhender une autre forme, pointer une autre forme de finitude. C'est celle, cette fois-ci, qui concerne l'aptitude de nos gouvernements représentatifs, du système politique représentatif, à prendre en considération les questions d'environnement. On va y retrouver aussi à un moment donné, et je la soulignerai parce qu'elle est très importante, une nouvelle forme de finitude cognitive, et ce n'est pas simplement le cas. Pour conduire ma démonstration, je vais reprendre chacun des traits caractéristiques des problèmes d'environnement contemporains. Comme vous le savez, les problèmes d'environnement ne datent pas d'aujourd'hui, mais en revanche, ceux que nous connaissons aujourd'hui, grosso modo depuis les années 50 du siècle dernier, présentent des caractéristiques originales que ne présentaient pas les problèmes d'environnement traditionnels, qui ont émaillé toute l'histoire des sociétés historiques, l'histoire des grandes civilisations. La première de ces caractéristiques, c'est le fait que ces problèmes sont devenus globaux. Alors, la globalité peut se présenter sous des jours assez différents, ses conséquences sont assez complexes, c'est pas toujours global. Et d'ailleurs, le changement climatique, durant toute une période, sauf si on atteint les extrêmes, aura des conséquences très très diverses, comme vous le savez, à la surface de la Terre. Mais en revanche, en une journée, l'ensemble du CO2 est brassé, et en quelque sorte, l'atmosphère, qui est la cause première des phénomènes que nous commençons d'ailleurs à connaître, lui est globalisé. En une journée, tout le CO2 de l'atmosphère est en quelque sorte brassé. D'où effectivement l'appellation d'une ère, enfin c'est une proposition, c'est pas encore avalisé, mais d'une ère géologique nouvelle qui serait en quelque sorte l'Anthropocène. Et effectivement, ce qui caractérise l'Anthropocène, eh bien, c'est que le genre humain est devenu, pour l'heure, une force géologique. C'est qu'il contribue à façonner la Terre à sa surface et à interagir puissamment avec les grands mécanismes régulateurs de la biosphère. Et effectivement, depuis grosso modo la seconde moitié du siècle dernier, nous avons puissamment modifié non seulement la composition chimique de l'atmosphère, mais nous avons modifié tous les compartiments de la biosphère et parfois de façon extrêmement intense. Ça, c'est une chose effectivement très importante. On a modifié les sols, on a modifié même la partie superficielle de la lithosphère, évidemment tout ce qui concerne l'hydrosphère, l'atmosphère, j'en ai parlé. Nous avons réduit de façon singulière le nombre d'espèces, mais surtout, nous avons appauvri le patrimoine génétique et des plantes cultivées et, de manière plus générale, des êtres sauvages. Nous avons en quelque sorte puissamment perturbé les équilibres qui rendaient la planète jusqu'alors viable. Et comme vous le savez, et je vais y revenir, une des caractéristiques des problèmes d'environnement, c'est leur inertie. Alors, face à cette causalité globale, face à cette transformation extrêmement puissante du système Terre, eh bien, nous avons en face des institutions politiques qui sont éminemment des institutions territoriales. Les élus d'un territoire sont là pour défendre leurs électeurs par rapport à d'autres électeurs. Lorsque, durant son premier mandat, le président des États-Unis, Barack Obama, a tenté d'instaurer au sein de l'Union
un marché carbone comme il en existe en Europe depuis janvier 2005, il s'est évidemment non seulement confronté aux Républicains, il a obtenu la majorité à la Chambre des représentants, mais il ne l'a pas obtenu au Sénat, du fait d'un certain nombre de sénateurs démocrates, j'insiste, démocrates, mais représentant les États charbonniers. Si le marché carbone d'Obama avait été institué, le coût du kilowattheure au sein de ces États aurait assez sensiblement augmenté, et qui plus est probablement d'une façon continue. Et donc, le vote de ces sénateurs démocrates a été très clair. Nous récusons ce projet de réforme parce qu'il va à l'encontre de l'intérêt immédiat de nos électeurs. Alors, et comme vous le savez, évidemment, on reviendra sur ce sujet en discussion, eh bien, la quasi-totalité des problèmes d'environnement contemporain sont soit globaux, soit au moins transfrontaliers. Et comme vous le savez, nous sommes confrontés à deux types de problèmes environnementaux. L'un concerne la déplétion des ressources sans lesquelles il n'y a pas d'activité économique, ressources minérales, ressources métalliques, ressources en eau douce, ressources biotiques. Toutes ces ressources sont sous tension, et comme elles sont en référence à un marché mondial pour quasi toutes, eh bien effectivement, nous avons là aussi un problème global. Mais encore une fois, cette globalité ne donne pas forcément des effets homogènes sur le territoire, et ça, j'y reviendrai. Et l'autre fond, ce sont les dégradations du système biosphère auxquelles j'ai déjà fait allusion et qui, alors pour le climat, effectivement, sont dans un premier temps globales. En tout cas, elles sont énoncées comme ça au nom de l'opinion publique, et j'y reviendrai. Dans leurs conséquences, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes, vous vous en doutez bien. Alors, ça, c'était la première caractéristique des problèmes d'environnement contemporain, le fait qu'ils sont devenus globaux. Et cette globalité, eh bien, en quelque sorte, met à mal le mécanisme du gouvernement représentatif qui est, lui, par essence, territorial. Seconde caractéristique des problèmes d'environnement, c'est leur invisibilité. Si vous prenez tous les problèmes traditionnels d'environnement, au contraire, ils étaient très visibles. Et leurs traces dans la littérature sont relativement nombreuses. Vous en trouvez même dans Chrysias de Platon. Qu'il s'agisse des problèmes de déforestation, de perte des sols, de pestilence urbaine, déforestation donc aussi manque de bois, etc., des problèmes sanitaires, tous ces problèmes, de pureté de l'eau par exemple, tous ces problèmes étaient immédiats, accessibles au sens, non contestables. Lorsque dans une ville médiévale, telle tannerie souillait l'eau, alors que par là même, eh bien, elle n'était plus évidemment consommable, et en termes de consommation courante, et en termes parfois d'usage industriel, ça se savait, ça se voyait. La couleur de l'eau changeait à l'aval de la tannerie en question. Et je peux vous assurer que dans la ville médiévale, par exemple, la police environnementale ne s'amusait pas, elle était extrêmement sévère. Il était beaucoup plus facile du XIIIe au XVIIIe siècle de fermer une fabrique qu'à compter du XIXe. Alors, fermons cette parenthèse. Les problèmes auxquels nous étions alors exposés étaient des problèmes accessibles à nos sens. Depuis, grosso modo, la seconde moitié du XXe siècle, et j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse évidemment du changement climatique, qu'il s'agisse de la déplétion de la couche d'ozone, de la présence de micropolluants, de l'appauvrissement génétique des populations, des problèmes de pollution nucléaire, etc. La caractéristique de chacun de ces problèmes, c'est d'échapper à nos sens. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, eh bien, je ne peux connaître, je ne peux prendre la mesure de ces problèmes qu'en passant par des médiations scientifiques. Or, comme vous le savez, au sein d'une démocratie et dans l'espace public, il n'est rien de plus facile que de contester pour l'opinion
tel ou tel contenu de pensée scientifique. J'imagine que vous connaissez tous ici le livre de Naomi Oreskes et d'Eric Conway sur les marchands de doute. Mais encore, vous voyez, puisque j'habite Lausanne, dans un des journaux locaux, encore le week-end dernier, on a interrogé un guide de montagne, probablement n'appartient-il pas au GIEC, hein. Bon, et ce guide de montagne faisait valoir son scepticisme personnel par rapport au changement climatique, avec des arguments complètement oiseux et stupides, mais peu importe. Pour l'opinion publique, on disait bien dans l'article que ce monsieur était un spécialiste des avalanches, donc c'est un scientifique. Et à ce titre-là, il porte avec lui l'autorité de la communauté scientifique et il persuade les gens qui d'ailleurs en sont désireux qu'effectivement toutes ces choses-là sont contestables. Vous connaissez tous notre héros national, paix à son âme, Claude Allègre, qui s'était fait une spécialité de contester dans l'espace public les travaux du GIEC. Alors du coup, bien, c'est là qu'on tombe sur cette finitude cognitive qui est la nôtre. Autant en termes classiques, j'avais en quelque sorte un thermomètre intérieur. C'était moi qui étais la source de la connaissance quand il fallait évaluer l'effet de telle politique publique sur mon bien-être. Mais là, ce n'est plus le cas. Je ne suis même plus en mesure de connaître mon intérêt, fût-ce même au présent. Quels sont les parents habitant avec de jeunes enfants le long d'un axe de circulation très fréquenté qui savent à quel point ils exposent leurs enfants à contracter certains types de cancers, à avoir un nombre de chances beaucoup plus important de voir leurs enfants contracter ces types de cancers que s'ils habitaient ne serait-ce qu'à 300 ou 400 mètres, un peu plus loin, là où la circulation est moins intense. Et vous verrez la versatilité de l'opinion. Lorsque les problèmes climatiques vont devenir sévères, ils se retourneront contre leurs gouvernants. Alors que si ces gouvernants avaient proposé une politique plus dure en la matière, ils les auraient alors récusés. Donc on est dans une situation cognitive totalement différente. Je ne suis plus capable d'être le juge de mon propre intérêt. Imaginez qu'en dépit de mes cheveux blancs, je sois tout sauf sage et que j'ai disséminé dans cette salle quelques petits morceaux de plutonium. Vous n'en saurez rien. Et pourtant, dans quelques semaines, vous auriez quelques fâcheux souvenirs de mon passage ici. C'est là la difficulté des problèmes d'environnement. Nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de les juger. Repensez à Anders ou à Arendt, nous fabriquons des choses que nous ne sommes plus en mesure de comprendre. Dans cette limite de compréhension que j'indique ici, effectivement, ce propos se vérifie. Et que sais-je des dégâts que je contribue, petit, il est vrai, à infliger. Partout aujourd'hui, la remontée, enfin partout dans certaines régions du monde, la remontée des eaux de mer salinise les deltas, et vous avez des terres qui étaient dévolues depuis quelques millénaires à l'agriculture, qui ne peuvent plus souffrir d'être cultivées aujourd'hui en raison de cette salinisation. Qu'en sais-je et en quoi cela m'importe? Alors, troisième caractéristique des problèmes d'environnement, c'est leur imprévisibilité. Si je reprends ma liste de tout à l'heure, changement climatique. Alors vous allez me dire changement climatique, mais c'est pas vrai. Arrhenius, au début du XXe siècle, avait prévu un réchauffement de la Terre. Vous riez. Le réchauffement que prévoyait Arrhenius, c'était un réchauffement d'1 degré par millénaire. C'était rigoureusement le rythme qui est celui de l'entrée et de la sortie d'un âge glaciaire. D'une part, et d'autre part, à son époque, on ne savait pas qu'on était entré dans un cycle de 400 000 ans avant le retour d'une période glaciaire, et donc on pouvait redouter de son temps le retour imminent d'un prochain âge glaciaire. Et je vous rappelle que lors du précédent, il y avait 3 km de glace au-dessus de Stockholm. Donc vous imaginez la joie d'Arrhenius de savoir que grâce à nos consommations d'énergie fossile, il y aurait peut-être dans quelques siècles des palmiers à Stockholm au lieu de glaciers.
Donc non, Arrhenius n'a pas du tout anticipé le caractère fâcheux, dramatique et dommageable du changement climatique. Lorsque les Curie, etc., manipulaient la radioactivité, ils ne savaient pas qu'ils allaient en mourir de leucémie. On l'a découvert après coup. De même qu'on a découvert la rapidité avec laquelle, par exemple, les insectes s'adaptaient au DDT et que sais-je et que sais-je. En fait, lorsque l'on introduit dans la nature une molécule nouvelle, par exemple, ou même de manière plus générale parfois, un artefact, il est impossible de connaître à l'avance toutes les situations dans lesquelles elle va se trouver, toutes les interactions qu'elle va susciter et les possibles dommages qu'elle peut susciter. Je vous donnerai qu'un exemple, c'est les fameux CFC, ces gaz qu'on invente en 1928. La personne qui les a reçus avait été primée à l'époque, le chimiste. On commence à les utiliser dans l'industrie dès les années 50, et puis on va les utiliser de façon assez massive à compter des années 50. On va s'apercevoir, on va soupçonner vers la fin des années 70, début des années 80, que ces molécules qu'on pensait tout à fait inertes, neutres, et donc effectivement tout à fait appropriées pour un usage technique, en fait contribuent à éroder d'un côté la couche d'ozone et constituent par ailleurs des gaz à effet de serre tout à fait puissants, avec un pouvoir de réchauffement global 10 000 fois plus puissant que celui d'une molécule de CO2. Et on ne pouvait pas le savoir. Il n'y avait pas en 28 de chimie de la stratosphère. Il était impossible de connaître ça. Et en fait, cette imprévisibilité, elle touche, a priori, en principe, la plupart des inventions que nous introduisons au sein du milieu. Lorsque Paul Crutzen, l'inventeur de la déplétion de la couche d'ozone, a reçu son prix Nobel, il nous a rappelé à quel point nous avions été chanceux. Il nous dit que si, à la place du chlore pour ces fameux CFC, on avait utilisé comme base le bromure, l'ozone stratosphérique aurait été détruite en un temps record, avant même qu'on puisse en prendre la moindre conscience. Et il est clair que certains des problèmes que nous allons découvrir au courant du XXIe siècle sont peut-être déjà à l'œuvre sans qu'on le sache, et ils constitueront des surprises, comme ont constitué des surprises l'effet de la radioactivité, le changement climatique, l'appauvrissement génétique des populations, etc. Alors, vous vous souvenez, au début de la démocratie américaine, les débats que l'on a pu avoir sur la relation de nos représentants à ceux qu'ils représentent. On avait finalement le choix entre deux options. Soit les représentants ressemblent aux représentés. Alors je ne veux pas être désobligeant, mais la qualité des représentés n'est pas toujours optimale dans une population. C'est normal, même pour chacun de nous, ça peut varier d'un moment à un autre. Donc on s'est dit que finalement, ce n'était pas forcément le meilleur choix que de s'arranger pour que nos représentants nous ressemblent en toutes choses. On s'était dit que finalement, il valait mieux des représentants plus sages que ceux qu'ils représentent, d'où d'ailleurs le jeu aux États-Unis des grands électeurs. En matière d'environnement, personne n'est sage. Car la connaissance des effets de nos actions est inaccessible a priori. Si gouverner, c'est prévoir, effectivement, c'est très difficile dans une société dont le soubassement est technologique et qui ne peut que susciter régulièrement, alors rassurez-vous quand même pas à échéance absolument rapprochée, mais des surprises qui sont de fort mauvaises surprises. Alors, quatrième caractéristique, qui alors va être encore plus difficile pour le gouvernement représentatif, c'est le jeu entre l'inertie et l'irréversibilité. Par inertie, on entend tout simplement le temps long. Le temps long de réaction des écosystèmes, de façon générale, aux dégradations qu'on leur inflige. Alors, c'est parfois un temps qui est relativement court. Lorsqu'on détruit une frayère côtière, ce n'est que 4 ou 5 ans après que l'on constate un effondrement des stocks de poissons.
Mais pour certains phénomènes, évidemment, alors là, cette fois-ci, le temps est beaucoup plus long. Par exemple, si je prends le climat, nous avons déjà décidé du climat que nous aurons en 2050. En revanche, les émissions que nous allons émettre d'aujourd'hui à 2050 vont très notablement changer. Enfin, le degré d'émission qui sera le nôtre va très notablement influer la température que nous devrons souffrir, pâtir à la fin de ce siècle. Donc là, on est sur quelques décennies. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'aspect inertie. Mais vous avez ensuite l'aspect irréversibilité. Alors évidemment, pas irréversibilité dans un sens absolu, ça n'existe pas, mais une irréversibilité eu égard au temps des civilisations. Alors en ce qui concerne par exemple le changement climatique, eh bien, vous savez très bien que le maximum de température que nous atteindrons à la fin de ce siècle n'est pas le maximum que nous aurons au cours des 2 siècles qui suivront, et que de façon générale, les impacts lourds du changement climatique vont, alors quand je dis des impacts lourds, c'est des impacts directs en termes de réchauffement, en termes d'événements violents, en termes de montée des mers, etc., vont se répercuter sur une dizaine de milliers d'années. Vous m'avez bien entendu, une dizaine de milliers d'années. Et effectivement, face à cette structuration des problèmes d'environnement, de 2 choses l'une. Soit on parvient à réduire par anticipation certaines causes de dégradation, soit nous sommes dans un second temps confrontés à une impuissance relativement lourde. Or, les démocraties sont des régimes où l'on cherche à jouir du présent, et dans de tels régimes, proposer ce qui peut apparaître dans un premier temps comme un sacrifice au présent pour un bien-être, ou plutôt pour réduire un mal-être futur, c'est quelque chose qui passe très, très, très mal. Et le jeu interne des divisions au sein d'une société est suffisamment puissant pour que la mesure qui soit proposée apparaisse comme une mesure à l'avantage de quelques-uns et non de tous. Même si c'est complètement faux, le mécanisme, en général, fait recette. Alors, là, c'est, je dirais, une des difficultés énormes auxquelles le gouvernement représentatif est confronté. Agir à l'avance, agir de telle sorte que les actions conduites apparaissent au moins en partie de façon négative, alors même que le mal-être n'est pas présent. C'est une chose extrêmement difficile, voire impossible. Et enfin, 5e caractéristique des problèmes d'environnement globaux, c'est le fait qu'ils n'ont à voir que de façon très très marginale avec les questions de pollution. Quand vous interrogez les gens dans la rue, quand vous leur demandez quels sont les mots qu'évoquent pour eux les questions environnementales, le premier mot qu'ils vont en général énoncer est le mot pollution. Viennent ensuite crise écologique, risque. Alors, vous venez de le voir, ce n'est pas une crise écologique, on est rentré dans des changements sur la durée extrêmement longue par rapport auxquels la crise, le jugement, dans ce qu'il a de rupture et d'instantané n'a aucun sens. Les risques, non. On est confronté à des dommages qui peuvent être transcendantaux, c'est-à-dire toucher la viabilité même de l'habitabilité, enfin la viabilité même de l'espèce, du genre humain sur la Terre. Et la pollution, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas d'importance, mais elle n'est qu'un aspect assez réduit des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Or, c'est gênant de continuer à qualifier de pollution. Par exemple, le changement climatique, ça n'a rien à voir avec la pollution. Les plantes adorent le CO2. Ce n'est en aucun cas un polluant. Or, c'est très gênant parce que lorsqu'on a affaire à des problèmes de pollution, eh bien, les solutions sont en général des solutions technologiques. Or, en matière de changement climatique, on pourrait revenir, les solutions technologiques sont très sujettes à caution. Et de façon générale, nous avons affaire à des problèmes de flux. Et nos techniques ont pour effet d'augmenter les flux systématiquement. On pourrait revenir, si vous voulez, dans la discussion. Et donc, ce qu'il conviendrait de faire,
face à un problème de flux et de hauteur de flux, c'est de réduire les flux. C'est donc de réduire les consommations de ressources, énergie et matière, sous-jacentes à nos activités économiques. Or, on ne sait pas faire. Et pour le faire, il faudrait décroître. Mot horrible, qui est en contradiction totale avec le cahier des charges de nos démocraties, quand bien même on remonterait à leur généalogie au sein de la philosophie du contrat. Nos régimes ont été pensés pour qu'on puisse y maximiser nos capacités de production et de consommation. Et donc, leur finalité est en quelque sorte contradictoire vis-à-vis de ce qu'exigerait une politique de réduction des flux sous-jacents à nos activités économiques. Donc, la chose n'est pas simple. Autrement dit, nous ne parvenons à nous représenter ni le caractère moral des questions environnementales contemporaines, ni nous ne parvenons à nous représenter ces problèmes sur un plan politique, en termes d'institutions démocratiquement. Nous ne pouvons nous les représenter ni moralement, ni politiquement, autrement dit. Alors, j'en passe au second volet de mon exposé. Face à ces difficultés, que trouve-t-on dans la littérature internationale? Grosso modo, on va trouver 4 postures. Alors, il y en a une que j'écarte, c'est celle qui consisterait à dire que finalement, nos régimes démocratiques ne sont pas capables de faire face aux problèmes d'environnement. Alors, c'est un discours qui a été fortement tenu dans la décennie 70, essentiellement par des penseurs d'expression germanique, n'en tirer aucune conséquence hâtive. On va retrouver ça aujourd'hui, même aujourd'hui, dans la littérature nord-américaine, ce qui est déjà beaucoup plus étonnant. Je laisse tomber de ça, je ne m'occupe que des réponses démocratiques aux défis environnementaux contemporains. Alors, la plus nourrie des réponses, on va la trouver essentiellement dans les pays anglo-saxons, mais côté francophone, on trouvera quelqu'un comme Bruno Latour. Eh bien, c'est un effort, en quelque sorte, pour améliorer les performances du système représentatif eu égard aux défis environnementaux. Deuxième posture, c'est face aux déceptions suscitées par 40 ans après, si vous voulez, au moins 20 ans, j'y reviendrai, par le système représentatif. Donc, on dit, ben voilà, confions tous nos espoirs en la démocratie participative. C'est un peu la cause du désespoir, mais enfin, elle est soutenue par certains. Troisième posture, alors c'est celle que je défendais, mais de mon côté, à peu près, je suis allé sur la troisième et la quatrième posture. C'est adjoindre au système représentatif d'autres institutions qui ne sont plus représentatives pour l'aider en quelque sorte à aller à l'encontre de sa nature, pour l'aider à mieux prendre en compte, en tout cas à moins mal prendre en compte les défis du long terme, qui sont ceux que j'ai exposés précédemment. Et puis d'aucuns, de guerre lasse, après avoir tenu dans le passé d'autres positions, mais en quelque sorte par dépit amoureux, pour la démocratie j'entends, finalement nous n'y arriverons pas, et dès aujourd'hui, réfléchissons aux démocraties qui pourraient se reconstruire après des séries de collapses affectant les grands États démocratiques industriels. Ça, c'est la quatrième posture. Alors, je vais très rapidement les parcourir et vous montrer les difficultés qu'elles ont. Alors, disons, la personnalité la plus en vue est la juriste australienne Robin Eckersley, notamment dans un livre qui s'appelle L'État vert de Grinstead. Elle défend la position suivante qui est celle d'une démocratie des affectés. C'est-à-dire, pense-t-elle, ce qu'il convient, c'est de pouvoir donner une voix plus grande à ceux qui sont directement affectés par le risque.
Évidemment, les affectés, et c'est le premier défi, les affectés dépassent largement les frontières. Mais pas seulement les frontières politiques. Je dirais que les affectés dépassent aussi la frontière anthropologique, entre humains et non-humains. Et là, elle est dans la droite ligne des éthiques environnementales. Alors maintenant, entre l'intention et puis, si vous voulez, les moyens qu'elle met en œuvre, je dirais que la déception est grande. Souvent, d'ailleurs, le plus fort des moyens n'est pas tellement représentatif. Elle en appelle à des instruments aussi classiques comme les études d'impact. Ça fait 40 ans qu'on conduit les études d'impact. Comme une agence ad hoc. Je vous rappelle que l'IPE aux États-Unis a été créée en 1971. Comme le principe de précaution. Je suis un fervent défenseur du principe de précaution, mais je peux vous dire que pour la question climatique, l'efficacité du principe de précaution est nulle. Archi nulle. On ne peut pas demander à un principe de droit positif de changer la globalité du fonctionnement d'une société. Or, toucher au carbone, c'est toucher à tout. Et par ailleurs, vous l'avez vu, le problème, c'est que les plus grosses difficultés n'ont pas aujourd'hui d'affectés. Ou alors ils sont très loin des frontières, ou alors ils sont archi-minoritaires. Et vous pouvez très bien leur vendre une herméneutique différente des problèmes qu'ils subissent. Sandy aux États-Unis a infléchi très légèrement pendant quelques mois le score national, fédéral des climato-sceptiques. Alors certains sont allés plus loin, c'est plutôt des propositions qui datent des années 90, fin 90, ou du début des années 2000. Andrew Dobson, quelqu'un de vraiment très intéressant par ailleurs, avait pensé à un moment donné, mais lui-même est revenu sur sa proposition, en quelque sorte, d'allouer quelques postes de représentants à des aficionados du long terme. Mais vous imaginez 10 représentants au sein d'une Assemblée nationale, vraiment fervents défenseurs de la cause des générations futures, auraient un poids qui est éminemment réduit. Et un auteur norvégien, alors lui est allé beaucoup plus loin, c'est d'imaginer qu'on double tous les postes de représentants. À chaque fois, vous avez un poste de représentant pour le court terme et un poste de représentant pour le long terme. Alors, ce serait excellent pour le budget de nos pauvres démocraties, effondrées sous leur dette publique, mais surtout se pose la question, mais voilà, ok, il y a quand même pas mal de partis qui n'ont quand même pas grand-chose à voir avec les questions de long terme, mais ils vont quand même faire élire des représentants du long terme, qui évidemment, aussitôt élus, vont se soucier comme d'une guigne de défendre les intérêts du long terme. Alors, solution, interdisons à certains partis de présenter les candidats. Imaginez que là, effectivement, le principe de la représentation en prend quand même un coup sérieux. Alors, j'en arrive à notre héros national, Bruno Latour. Avec Bruno Latour, les choses sont toujours très très difficiles. Alors, s'il faudrait mettre 96 et 99, parce qu'on ne sait jamais exactement à quoi on a affaire. Vous connaissez tous son projet d'un parlement des choses. En tout cas, c'est l'expression dont nous n'avons jamais été modernes. Il n'a pas reprise dans les politiques de la nature. Et puis, dans ses différents écrits, certains de ses écrits peuvent nous faire croire qu'il prend au sérieux et qu'effectivement, ça pourrait être une véritable institution. Et puis d'autres, très clairement, on est dans le cadre de la métaphore. Alors, forçons les choses, ou en tout cas, accordons-nous avec un Latour contre d'autres Latour, et prenons au sérieux le principe d'un parlement des choses, qui viendrait doubler l'Assemblée nationale. Vous en connaissez le principe. On aurait une Assemblée des députés, des délégués de la nation, qui continuerait toujours à exercer son rôle classique, celui du pouvoir législatif, et nous aurions une chambre haute, où cette fois-ci, probablement, il ne s'est jamais attardé à définir les choses, où on aurait au gré des sujets des représentants via
les sciences d'êtres non humains, d'autres êtres naturels. Alors, comment les choisir? Quel pouvoir leur donner? Selon quelle procédure? Ne demandez pas à la Tour la moindre solution sur ce sujet. Mais prenons quand même la chose au sérieux. Nous sommes en 1962, Rachel Carson vient de publier The Silent Spring, le printemps silencieux, et puis elle prend à partie, de façon assez nuancée, le DDT. L'usage, non pas du DDT en soi, mais l'usage intensif du DDT. Manque de chance pour la pauvre Rachel. Quels sont les porte-paroles des moustiques? Les premières victimes, comme vous le savez, du DDT. D'ailleurs, c'était non seulement les premières victimes, mais c'était la cible. C'était eux qu'on cherchait à oxyre. Quels auraient été les représentants des moustiques au sein du Parlement des choses? Eh bien, les entomologistes. Quels sont les scientifiques qui se sont le plus opposés à Rachel Carson? Les entomologistes. Et pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient payés par l'industrie chimique pour mettre au point les pesticides. Donc, imaginez-vous, moustiques défendus par votre assassin. Merci Bruno. Ce n'est pas très, très convaincant. Alors, de guerre lasse, d'aucuns se sont dit que finalement, eh bien, la seule solution, puisque la démocratie représentative ne parvenait pas à accrocher ces difficultés, de guerre lasse, tournons-nous vers une autre modalité démocratique, la démocratie participative. C'est tout sauf idiot, puisque, en général, la démocratie participative est toujours précédée par une mise à disposition du savoir, de la connaissance. Pensez par exemple à la procédure de conférence des citoyens. Et de façon générale, et ça c'est Beck le premier d'ailleurs qui l'avait dit, c'est ce qu'il appelait subpolitique, c'est vrai que certaines des décisions aujourd'hui, et surtout en matière d'interface science-société, dépassent largement nos pauvres parlements qui n'en peuvent mais. Mais comme vous le savez, la difficulté, c'est que la démocratie participative, c'est une démocratie consultative, par définition. Le citoyen, grâce à des procédures diverses, éclaire le décideur public, qui est le représentant de la nation. Donc, demander à la démocratie participative qu'elle corrige, alors qu'elle est purement consultative, les manquements de la démocratie représentative, c'est faire preuve d'un optimisme qui est en général celui des désespérés. Alors, du coup, certains en sont venus, mais je vais revenir après, à fantasmer les petites structures. On y reviendra, un auteur américain que j'aime beaucoup, qui est William Ophus, mais je vais en reparler sous une autre forme. Maintenant, imaginons, venons-en à la troisième posture, c'est-à-dire celle qui consisterait à rester évidemment au sein du système représentatif. Je vous rappelle qu'il est quand même le garant des droits humains, qu'il est le garant, normalement, de la réduction de l'arbitraire du pouvoir. Et donc, comment peut-on le préserver en lui adjoignant des structures qui, compte tenu effectivement du défaut quasi essentiel du principe représentatif, des structures qui ne seraient plus représentatives. Alors, avec un collègue américain, puis ensuite on a repris ça avec d'autres collègues français, nous avons proposé les correctifs suivants. Et en tout cas dans la deuxième mouture, on les a proposés dans un contexte assez différent, déjà en se disant qu'il était nécessaire de jouer sur les trois formes de la démocratie. Représentative, qui conviendrait de revigorer. Si vous regardez la composition des parlements nationaux dans les différents pays, vous verrez qu'ils sont assez monotones en termes de sexe, qu'ils sont assez monotones en termes de catégorie sociale, et en termes de catégorie d'âge. En fait, nos représentants nous représentent assez peu, pour tout dire. Donc, c'est de penser à des procédés, alors peu importe, on ne va pas rentrer dans la technique, mais pour essayer de pallier ces défauts. Deuxième chose que l'on préconisait,
c'était de renforcer la démocratie participative. L'intérêt de la démocratie participative, c'est que c'est vraiment une machine à diffuser de l'information, et une information de qualité. Et on peut toujours rêver, imaginons une presse qui fasse en permanence extrêmement bien son travail. Alors ça arrive, par exemple, en termes de climat, vous avez en France vraiment des journalistes hors pair et qui connaissent très bien le sujet. Je peux vous assurer que ce n'est pas pareil, par exemple, de l'autre côté de la frontière. Mais bon, en jouant sur les deux, on pourrait quand même espérer que les vecteurs démocratiques classiques pourraient mieux diffuser une certaine forme d'information dans la société. Et puis aussi d'avoir recours à la démocratie directe. Alors ça, c'est mon côté suisse. Je suis devenu un fervent défenseur de la démocratie directe, mais à la différence de la Suisse, je la sortirais quand même d'une cour constitutionnelle qui éviterait, si vous voulez, de faire passer, de poser au peuple des questions alors tout à fait saugrenues, tirant vers le populisme le plus extrême. Par exemple, une des initiatives en cours en Suisse consiste à proposer que l'on punisse tout juge dont les justiciables auraient donné lieu à des récidives. Vous imaginez le nombre de juges que vous allez ensuite recruter dans les tribunaux pour effectuer leur travail si une telle initiative avait l'heure de passer. Donc peu importe, mais cela dit, la démocratie directe fait que vous avez affaire, et ça je peux vous le dire en vivant dans ce pays, à une vraie démocratie tout à fait vivante, avec vraiment un respect du souverain qu'on a complètement perdu. Souvenez-vous du traité constitutionnel en France. Le peuple avait rejeté par référendum, on a fait à peu près passer exactement le même texte par la voie parlementaire. Ce qui vous montre ici, dans ce pays, c'est quand même le mien, je suis français, donc je peux me permettre de le critiquer, à quel point on respecte le souverain. Rassurez-vous, en Irlande, on a fait revoter le peuple jusqu'à plus soif. En Hollande, je ne sais pas comment on a fait, mais finalement, on a fait passer partout un substitut, un ersatz de traité constitutionnel en passant par-dessus le peuple. Donc l'idée, c'est déjà de revigorer dans ces différentes formes la démocratie, d'avoir une vraie cour constitutionnelle, etc., de revenir de renforcer l'environnement, etc. Enfin, tout ça, ok. Mais ensuite, c'est pour instituer une institution relativement forte et nouvelle que serait une troisième chambre. Une troisième chambre qui ne serait plus constituée d'élus, au sens classique du terme, pour revenir, ça vous intéresse au détail, mais qui pourrait opposer un veto suspensif à une loi promulguée avant qu'elle soit promulguée, évidemment, excusez-moi, par les autorités publiques, de telle sorte de la faire réexaminée par le Parlement. Et il y aurait cette possibilité 2 fois de façon consécutive, mais pas plus. On reste dans le cadre d'une démocratie représentative. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est elle qui décide. On ne sort pas de ça. Mais on a un mécanisme en quelque sorte qui l'incite à revenir sur ces questions. Et cette troisième chambre est dotée d'une agence de moyens composée de jeunes chercheurs, nommés pour un temps donné, une sorte de GIEC, mini-GIEC étendu, mais qui ne concernerait pas que les enjeux climatiques, mais de façon générale les enjeux de long terme, y compris les enjeux plus qualitatifs, concernant par exemple d'éventuelles modifications du substrat biologique de notre condition humaine. Et cette agence de moyens aurait simplement en charge de faire une sorte de monitoring des connaissances à l'international, de telle sorte que les membres de cette troisième chambre connaissent, sachent quel est l'état des connaissances en termes de long terme, justement. Voilà, on pourra revenir à ça. Alors, la difficulté, eh bien, c'est que je ne pense pas qu'on puisse détacher nos institutions du contexte qui les ont vues naître. On ne peut pas détacher nos institutions démocratiques représentatives de l'avènement de la physique galiléenne, de l'effondrement du cosmos antique, de l'idée que nous étions dans un monde ouvert, avec une planète qui à l'époque était très peu peuplée, avec une infinité de ressources à disposition, avec une croyance neuve en la toute-puissance de nos sciences et de nos techniques, sans idée aucune de la destructivité de ces mêmes sciences et techniques.
avec une affirmation native d'un individualisme absolu, qui ne pouvait pas non plus connaître les dangers d'une affirmation absolue de l'individualisme, etc. Or, nous sommes aujourd'hui dans un contexte complètement nouveau. Une planète surpeuplée, exsangue, avec une meilleure conscience des limites qui sont celles de nos pouvoirs, avec une meilleure conscience des limites d'une affirmation uniforme et absolue du principe de l'individu. Le contexte a complètement changé. Probablement finira-t-il par susciter de nouvelles institutions. Mais le problème est comment aujourd'hui faire évoluer nos institutions. Donc ce que je propose, c'est simplement une espèce de correctif pour nous lancer dans une espèce de dynamique de changement de nos institutions, au plus long cours, au gré des difficultés et de notre capacité à les affronter. Mais évidemment, la difficulté la plus importante, eh bien, c'est en quelque sorte celle du timing. Je ne suis pas naïf au point de croire que ce que j'ai proposé avec mon collègue américain Kerry Whiteside et avec d'autres va recevoir un assentiment enthousiaste des élus et qu'ils vont s'empresser de changer la Constitution. Je ne me fais évidemment aucune illusion à ce sujet-là. Et j'ai peur d'ailleurs que, si vous voulez, on n'entame une réforme de nos institutions que lorsqu'il sera tard, très tard. Et n'oubliez pas ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu inertie-réversibilité, qui est mortel pour nos systèmes. Et donc, je ne peux pas exclure, je ne suis évidemment pas Madame Soleil, je n'en sais rien, mais je ne peux pas exclure que nos sociétés industrielles et démocratiques connaissent de très lourdes difficultés. Je ne peux pas exclure qu'elles connaissent des formes d'effondrement, de collapse. Un collapse, évidemment pas la disparition d'une société, c'est tout simplement une réduction brutale des effectifs démographiques et en général une réduction de la complexité de l'organisation de la société en question. Et je dirais que plus nous tarderons à réformer nos institutions, et plus les sacrifices qu'il conviendrait de demander aux citoyens deviendront inassumables en matière de démocratie. Et j'ai peur de ça. Je ne suis pas certain que ça se produise, je ne suis certain de rien du tout. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est tout sauf absurde. Et donc, quitte à faire, il me semble qu'il est très intéressant aussi, dès maintenant, de réfléchir à des institutions qui seraient les institutions post-collapse. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous avez un phénomène mondial très intéressant qui est l'émergence un peu partout de petits collectifs, d'individus en petit nombre qui risquent des modes de vie nouveaux. Et ces petits collectifs, très généralement, s'opposent au marché. Alors surtout en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. En Europe, parce que précisément, on veut absolument homogénéiser les conditions légales de telle sorte que l'on augmente et que l'on rende idéales les conditions de concurrence. Par exemple, un paysan n'a pas le droit de choisir et de replanter ses propres semences. Par exemple, vous aurez des problèmes si vous construisez quelque chose avec des techniques plus low-tech, avec peut-être des performances thermiques un peu moins grandes, mais un usage de matériaux beaucoup moins énergivores et beaucoup plus robustes, etc., etc. Et donc il me semble que ce qui serait intéressant, en ayant déjà un œil sur l'après, c'est de mailler cette démocratie écologique de telle sorte qu'on encourage ces collectifs, qu'on encourage une expérimentation territoriale de modes de vie nouveaux, et dans un esprit de concorde, pas d'opposition, qu'on parvienne à mailler les deux. Ça serait sans doute cette façon de concilier la nécessité d'agir maintenant et en même temps de se donner d'une latitude
pour l'avenir. Alors maintenant, j'en arrive à la fin de mon exposé, et quid du jeu proprement international? Eh bien, réfléchissez simplement au mot international. Pour le moment, nous sommes toujours dans l'entre-nation, dans l'international. Et je dirais même que les difficultés que nous allons rencontrer en termes de ressources vont très probablement, éminemment renforcer le jeu de l'international. Premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, certes, l'objectif que l'on devrait atteindre pour lutter contre le changement climatique est un objectif d'émission globale. Mais les efforts à consentir, leur coût, les gains intermédiaires des différents pays sont tout sauf globaux. Ils sont éminemment situés géographiquement parlant. Ce n'est pas encore très visible maintenant, mais ça va le devenir de plus en plus. Vous imaginez bien qu'un réchauffement de 2 degrés, c'est un bonheur pour M. Poutine. C'est évidemment des étendues immenses qui deviennent cultivables. C'est un rapport de force dans le jeu des nations qui change tout au tout. C'est la même chose pour les Canadiens. Donc, attention. Les objectifs sont globaux, mais les conséquences tout au long du siècle seront très situées et très différentes aussi en fonction du jeu social des inégalités. Donc, ça rend l'interaction entre le global, le local, le national et l'international un jeu extrêmement complexe, au sein duquel on risque de manquer une appréhension pas trop inexacte des jeux et des enjeux si l'on oublie à quel point les aspects géographiques du fait des crises que nous allons traverser vont être renforcés. Et ce renforcement des enjeux territoriaux rend relativement illusoire la revendication par trop naïve de la globalité. Les effets des difficultés environnementales auront plutôt tendance, dans un premier temps, à renforcer le jeu classique des nations. En tout cas, j'en ai bien peur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est une clarté limpide, du début jusqu'à la fin, qui fait peur. C'est pas très drôle, oui. Toutes les séances de janvier, depuis janvier, ont eu cet effet. Celle-ci y contribue largement. Évidemment, ce qui impressionne notamment, c'est que par rapport à la troisième position, qui était d'améliorer d'une certaine façon, de renforcer ou d'améliorer, de modifier à la marge le changement des institutions démocratiques, comme on ne voit pas bien quelles seraient les raisons qui pousseraient tant des systèmes démocratiques, dans des institutions, dans le cadre d'institutions démocratiques, qui pousseraient les électeurs, car ultimement, c'est les électeurs qui décident, à retirer le pouvoir aux électeurs. Les électeurs ne retireront pas le pouvoir aux électeurs, et donc la démocratie ne se transformera pas elle-même par son autonégation. Ceci est à peu près clair. Personnellement, je m'en réjouis, mais je vois bien aussi le problème qu'on peut y voir. Toute l'analyse sur la teneur particulière des problèmes posés, invisibilité, imprévisibilité, etc., est évidemment juste. Ce qui m'apparaît, évidemment, c'est dans le passage de la position 3 à la position 4, c'est-à-dire l'effondrement, l'expérience de l'effondrement. Évidemment, ça conduit à, dans les décisions à court terme ou à moyen terme, ça conduirait, comme dans
une bonne vieille théorie marxiste de l'histoire, c'est-à-dire à défendre la théorie de l'accélération de l'histoire. C'est-à-dire autant accélérer le processus. Alors, s'il faut passer par l'effondrement, si on peut pas ralentir. Il est tellement accéléré qu'on aura du mal à le suraccélérer. C'est déjà la première objection que je ferai. Non, que... C'est moi qui vous en fais une. Alors, on peut s'y employer, ne serait-ce que lorsqu'on est invité à l'étranger. On s'y emploie d'ailleurs absolument, en crachant du carbone. Mais bon, je ne pousserai pas le cynisme jusque-là. Non, c'est un peu, si vous voulez, une position de désarroi et une position qui propose en quelque sorte une stratégie sur différents plans. Compte tenu de l'importance des incertitudes, on peut pas du tout d'ailleurs affirmer l'absurdité d'une évolution soudaine des populations. Souvenez-vous par exemple, début des années 70, dans les 3 régions du monde les plus polluées, c'est-à-dire la région d'Osaka au Japon, la région de Pittsburgh aux États-Unis, la Ruhr en Allemagne, alors qu'on y souffrait une pollution mais terrible avec des effets sanitaires extrêmement sensibles que les populations allemandes ont pu mesurer en 1923 lorsqu'il y a eu l'occupation française. Pour une fois, là, ce sont les patrons des grandes entreprises qui ont incité les salariés à faire la grève. Alors, vous imaginez en Allemagne dans les années 20, un patron qui vous incite à faire la grève, c'est un luxe qu'on ne peut pas rejeter. Donc effectivement, les gens ont fait la grève et en quelques semaines, le ciel est devenu clair. Les récoltes ont quasi doublé et les différentes maladies, notamment tout affectant les enfants, ont très fortement diminué. Et ensuite, lorsque les troupes françaises sont rentrées, les activités industrielles ont repris leur cours et les gens étaient très fiers de retrouver la pollution. C'était vraiment ce qui marquait le recours et le retour, plutôt le retour de la puissance allemande. Et début des années 70, d'un seul coup, dans ces 3 régions, l'opinion change et ce qu'on a toléré pendant des décennies, on ne le tolère pas. Donc je ne peux pas exclure ça. Ne pouvons pas exclure des changements d'opinion qu'on ne peut pas du tout anticiper. L'idée était de me dire, voilà, j'essaie de jouer sur plusieurs jeux. L'essentiel étant de mettre en quelque sorte mes œufs dans différents paniers, passez-moi la grossièreté de l'expression, et puis de tenter des stratégies différentes en même temps. Voilà. Ok. Je vais laisser Jean-Christian Villiers être votre vrai premier répondant, parce qu'il avait accepté d'être tout à l'heure. Lourde tâche, puisque effectivement la suite des conférences sur ce thème, c'est l'expression qu'on avait employée une fois, le grand hôtel de l'abîme, expression qui avait été employée à propos de l'école de Francfort, puisqu'effectivement on est au bord de l'abîme à chaque conférence. Enfin, c'est pas la conférence elle-même, je précise, c'est la situation qui est abyssale. Bon, alors je suis très frappé, bien sûr, par ce qui semble être quand même une évolution notable par rapport à vos écrits antérieurs, c'est-à-dire le fait que vous passez très très vite sur la 3e solution et que vous n'évoquez même plus le concept de Sénat écologique, même s'il était en creux dans ce que vous disiez. Bon, il était présent, mais vous ne semblez plus vraiment y croire, puisque vous dites vous-même qu'il y a peu de chances que les politiques suivent vos recommandations. Et donc, vous en arrivez rapidement à la 4e option, celle de l'effondrement. Alors, sur cette option, une ou deux remarques. Puisque le problème est global et qu'il ne peut être traité que de façon globale, que se passerait-il si l'effondrement n'était pas global, ce qui est vraisemblable? C'est-à-dire que cet effondrement serait au minimum fragmenté, successif, c'est-à-dire que éventuellement certains pays, vraisemblablement les plus industrialisés, pourraient être frappés de ce type d'effondrement, mais d'autres non. Donc, en quoi des effondrements fragmentés, successifs, pourraient amener la moindre solution, puisqu'on ne pourrait pas avoir une réponse globale? Voilà ma première réaction. Merci, excellente question. Alors, je nuance quand même. Effectivement, je suis passé assez vite. C'est aussi le cadre en général temporaire. Pour laisser du temps à la discussion, je ne voulais pas. Alors, non, cette histoire de Sénat, on avait exprimé comme ça avec Kerry, quand on a repris, notamment avec des constitutionnalistes français, notre histoire, on n'a pas repris le mot de Sénat en ce sens que, si vous voulez, dans la plupart des pays, on va trouver une chambre qui va représenter les régions, grosso modo, et une chambre qui représente la nation. Donc on s'est dit que si on voulait penser à quelque chose qui peut être plus réplicable ailleurs,
c'était de garder cette dualité, mais en revanche, la fonction qu'on allouait à ce Sénat, on l'a reportée sur cette idée de troisième chambre. Ce qui permet de beaucoup mieux comprendre d'ailleurs que l'on adjoint quelque chose au système représentatif et que les gens qui figureraient dans cette troisième chambre ne seraient pas des représentants au sens classique. Et là, avec mon camarade Kerry, on est en train de reprendre tout ça pour une version anglaise qui sera beaucoup plus documentée. Alors, on va plus s'appesantir sur les principes que sur un mode de réalisation de ces principes. Non, comme je vous l'ai dit, je prends vraiment au sérieux cette incertitude absolue dans laquelle on est. Et donc, il me semble absolument nécessaire d'avoir une stratégie à plan multiple et de ne pas du tout abandonner ces propositions comme des propositions d'institutions qui permettraient de faire en quelque sorte transition, de lancer une dynamique de changement institutionnel sur le long cours. Alors maintenant sur la question, effectivement, là je vous rejoins tout à fait, moi je ne crois pas du tout à un effondrement global de la civilisation industrielle. Ça peut paraître une réplique du grand soir. Et alors vous avez dans le domaine de l'écologie, il y a toujours une critique marxiste, enfin je veux dire, on ne peut plus du tout avoir le jugement qui pouvait être celui de Marx sur la question des techniques. On ne peut plus du tout attendre qu'après le grand soir, le prolétariat redevienne la base d'une nouvelle société, etc. J'ai souvent l'impression, si vous voulez, que en quelque sorte, les hallucinations marxistes nous font penser, par exemple, à un poulet à qui on aurait coupé la tête, qui court, mais ne retrouvera plus le poulailler. Parce que vous allez d'un côté défendre l'idée d'une lutte des classes, mais vous n'avez plus du tout la théologie qui pouvait être avant, et vous ne pouvez plus la soutenir. Donc non, je reste dans une optique qui reste une optique, si vous voulez, démocratique, classique, de constitution d'une société où les inégalités seraient resserrées, et ça on pourrait en reparler, mais d'une société qui resterait dans ces cadres-là. Donc un effondrement global de la civilisation, je ne crois pas du tout. Mais en revanche, effectivement, des collapses successifs et à des degrés de gravité divers, ça, je pense que c'est tout sauf absurde. Et donc là, il me semble que de telles difficultés, alors, me semblent vraiment en mesure de faire sauter quelques credos populaires. Par exemple, le credo dans la toute-puissance de nos techniques. Par exemple, le credo en une espèce d'assurance d'un progrès continu, d'une consommation qui indéfiniment pourrait continuer à augmenter, etc. Là, ce sont vraiment des credos très forts dans nos sociétés. Et je vois, si vous voulez, dans ces effondrements, la possibilité d'expériences qui viendraient fragiliser les freins à un changement institutionnel. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est pas du tout, c'est pas l'apocalypse, c'est pas la fin des temps. Alors ça pourrait être avec des gravités différentes, mais en tout cas des espèces de chocs qui vont briser, ou en tout cas fragiliser un certain nombre de croyances qui aujourd'hui rendent relativement impossible quelque changement que ce soit. Depuis la disparition du monde communiste, évidemment, il n'y a plus aucun contre-pouvoir au sein de nos régimes. On les pousse jusqu'à bout. Et cette absence de contre-pouvoir, il est inséparable du fait qu'on a fini par croire que l'organisation du monde était nécessairement la nôtre et qu'il n'existait aucune possibilité d'organisation différente. Je ne dis pas d'organisation alternative, parce que j'imagine bien qu'on ne va pas raser gratis demain, mais d'une organisation relativement différente de la société. Et je vois dans ces collapses ce qui pourrait donner, si vous voulez, la force et l'énergie de croire à nouveau en la possibilité d'organiser la société autrement. Or, on ne le croit plus du tout aujourd'hui. Et on a tout fait pour qu'on ne le croie plus. C'est plutôt de cette manière que je vois. Donc il n'y a pas forcément, si vous voulez, une opposition radicale entre l'idée de ces collapses successifs et puis l'idée de réformer les institutions. Ces collapses, c'est ce qui redonne, en quelque sorte, de l'énergie au moteur de la réforme institutionnelle. Et s'il n'y a pas d'effondrement du tout, c'est-à-dire que si au lieu d'un effondrement, on ait une sorte de délitement graduel
de dégradation des systèmes politiques, sociaux. Donc dans ce cas-là, l'élément motivationnel que vous découvrez et qui semble plausible dans des expériences d'effondrement n'apparaîtrait pas. Alors, une dégradation, si vous voulez, continue, forcément, comme d'ailleurs avec les écosystèmes, c'est forcément à un moment donné des franchissements de seuil. C'est-à-dire que par exemple, nos régimes démocratiques ne tiennent pas sans des classes moyennes. Si on voit la tendance qu'on voit aujourd'hui quand même d'érosion des classes moyennes, partout, dans tous les pays occidentaux, si cette érosion se continue, il y a un moment donné où vous aurez un effet politique important. Et on risque d'ailleurs de le voir peut-être déjà aux prochaines élections européennes. On risque de voir une expression démocratique populiste atteindre un résultat et un score assez fort. Donc là, il y a, si vous voulez, un jeu dans le système démocratique qui fera que de toute façon, une crise politique viendra. Donc on ne peut pas avoir, si vous voulez, un changement graduel sans à un moment donné connaître des crises importantes. Alors je dirais que non, l'opposé de ce que je dis par rapport aux effondrements, c'est la réalisation des promesses transhumanistes. Imaginons que la singularité qu'on attend dans les années 30, c'est la conjonction de tous les génies moléculaires, biologiques, informatifs, cognitifs, etc., se réalise, qu'il n'y ait plus aucune limite à nos techniques, qu'on terrasse le changement climatique, qu'on terrasse la mort, qu'on en finisse avec la finitude des matériaux, parce qu'on pourra tout recomposer. Alors, vous savez, ce qui m'amuse beaucoup, c'est les fantasmes d'un physicien américain dans les années 90, qui s'appelait Michio Kaku. Et voilà, nous sommes une civilisation minable, à devenir après la civilisation 0 une civilisation 1. La civilisation 1 va épuiser le noyau de la Terre. La civilisation 2 va épuiser le noyau du Soleil. Et la civilisation 3 va épuiser tous les soleils de la galaxie les uns après les autres. C'est-à-dire qu'une humanité surpuissante qui deviendra une espèce de chancre cosmique. Alors là, effectivement, vous avez raison, il y aura... Soit alors il y a un collapse terrible, effectivement cette conquête tourne court à un moment ou à un autre, ou alors il n'y aura plus jamais de collapse, mais on a une humanité à la fois stupide, hébétée, affalée dans une espèce de consumérisme absurde, ruinant toute forme de spiritualité et d'interrogation intellectuelle, dévorant l'univers soleil après soleil. Alors oui, ça c'est, si vous voulez, l'alternative plutôt à ce que je raconte. Alors, évidemment, ce sont, si vous voulez, le collapse absolu et ça, ce sont les deux idéotypes d'avenir qu'on peut s'imaginer aujourd'hui, pour autant qu'on puisse imaginer l'avenir. Mais donc voilà, je vois plus, si vous voulez, dans une dégradation continue, débouchera forcément sur des chocs à des degrés divers. Je vais faire une dernière remarque pour laisser la possibilité de questions. En tout cas, une dernière pour ma part. Si on revient à la troisième proposition, c'est-à-dire ce qui concerne une réforme institutionnelle, une troisième chambre. Entre autres difficultés, parce que bien sûr, ça soulève énormément de difficultés. Il y en a une qui est liée, bien sûr, à la question du caractère, en partie au moins inconnaissable. Puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec dans votre propos ce qui me semblait une forme, non pas d'hésitation, mais en quelque sorte de tension entre des phrases dans lesquelles vous dites « ultimement c'est inconnaissable » et d'un autre côté, il nous faut tout de même nous appuyer sur des experts qui sont supposés connaître. Donc, comment faire, puisque de toute façon ces troisième chambres ne pourraient s'appuyer que sur une forme de connaissance au moins limitée, mais une connaissance tout de même. Bon, donc il y a ce problème. Il y en a un autre, il y en a bien d'autres encore, mais il y en a un autre, c'est que à partir du moment où ce sont des chambres qui vont être attachées à des systèmes politiques locaux, que ce soit des petits, des moyens ou des grands États, et qu'on exclut pour l'instant l'hypothèse d'un État mondial, rejeté par Kant parce qu'il serait vraisemblablement despotique. À partir de ce moment-là, cette troisième chambre devrait être composée de membres qui soient incroyablement déterritorialisés pour envisager un futur qui serait le futur de l'humanité, non pas le futur de leur communauté. Puisqu'en réalité, comme vous le disiez, les effets sont toujours locaux, eh bien, on a affaire non pas à un futur, mais à des futurs. Et donc, comment accorder ces futurs ? Est-ce que ça ne serait pas, dans le fond, au niveau de la troisième chambre, la reconduction
des difficultés qui sont présentes avec les deux premières, celles qu'on connaît actuellement. Tout à fait. Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà sur la question de l'inconnaissable. Il y a, enfin, la situation qui est la nôtre par rapport à d'autres époques dans l'histoire, c'est qu'effectivement, par définition, l'avenir est inconnaissable, mais il y a un élément aujourd'hui qu'on pouvait considérer comme insignifiant autrefois, c'est-à-dire que nos activités sont liées à des paramètres physiques lourds. Et les trajectoires possibles de ces paramètres physiques, nous les connaissons. Et donc, ce qui fait que notre devenir est désormais un mélange d'aspects connaissables, avec une certaine fermeté, et d'aspects totalement inconnaissables qui sont évidemment liés aussi à la manière dont nous allons interagir avec ces paramètres physiques lourds. Et donc, la donne est plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des paramètres du futur que nous connaissons, et d'autres que nous ne connaissons pas du tout. Et bien sûr, dans cette espèce de chambre du long terme, en tout cas en s'appuyant sur cette agence de moyens, l'idée, effectivement, c'est d'avoir la moins mauvaise connaissance possible de ceux des paramètres qui sont relativement connaissables, d'imaginer les meilleurs scénarios possibles, enfin, oui, et probables d'interaction entre ces facteurs connaissables et ceux qui le sont moins, tels au moins qu'on peut les imaginer à un moment donné. Donc, c'est pas noir et blanc. Il y a des aspects qui sont connaissables et hautement connaissables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, on n'a pas affaire à des représentants au sens classique dans cette troisième semble. L'idée qu'on a proposée, c'est plutôt des formes d'experts, mais je dirais d'une expertise citoyenne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément d'une expertise étroitement scientifique. C'est-à-dire que l'idée, ça serait, alors avec toute une procédure qu'on a proposée, mais qui n'est pas dans le premier livre, qui est dans le deuxième, plutôt des gens qui auraient fait la preuve dans leur existence d'un engagement et de connaissances relatives au long terme. Alors ça peut être un engagement académique, bien sûr, mais ça peut être aussi un engagement associatif. Donc ce n'est pas forcément un engagement dont toutes les composantes sont cognitives et qui renvoient à une production de connaissances spécifiques dans un domaine lié aux enjeux de long terme. C'est plus large. C'est plus large avec des CV disponibles, etc. De telle sorte que on ne se pose pas du tout le problème que pouvait se poser ECLI, comment je vais faire pour qu'il y ait... Voilà. Alors, vous ne pouvez pas exclure que s'infiltrent là des gens, effectivement, ok, mais ils seront probablement assez minoritaires. Ensuite, l'idée, c'était de mettre en cheville ça avec des procédures participatives, pour éviter aussi une espèce alors pas le gouvernement des experts, de toute façon, c'est qu'un veto suspensif, mais comment dire, de lier à l'expression publique citoyenne les propositions quand même de cette troisième chambre. Puis surtout, ce qui était vraiment très important, c'est qu'on s'est même amusé à proposer une rédaction. On introduisait 2 principes nouveaux dans la Constitution. Le premier principe, c'était un principe selon lequel nous devions gérer de façon raisonnable les ressources en tenant compte de leur finitude. En posant l'idée suivante, c'est que dans les décennies qui vont venir, eh bien, le jeu de la guerre et de la paix, qui est quand même la menace la plus importante pour la persistance de l'existence d'une nation et d'un État et d'une nation, c'est l'enjeu guerrier. Or, tout État aujourd'hui qui tend à ne pas tenir compte de la finitude globale des ressources et des capacités de charge de la planète est un État qui, d'une manière ou d'une autre, va inciter à une logique de conflit. Donc l'idée, c'était de mettre dans la Constitution un principe de gestion des ressources qui tiennent compte de leur finitude et du caractère hautement conflictuel de cette finitude. Donc c'est faire le pari de la raison, de la paix, de la négociation, de la discussion dans un monde qui va devenir un monde très difficile. Alors c'est faire un pari, je dirais, de pacifisme jaurétien. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne réussit pas, on a, par devers soi, les moyens militaires. Et le fait de les garder, c'est quelque chose de très important dans ce jeu des nations. Donc on n'est pas dans la naïveté, mais on essaie de se donner les moyens pour entrer de la façon la moins absurde dans ce jeu qui va devenir un jeu très difficile de partage des ressources et d'effet, justement, des différents changements de la biosphère sur les positions respectives
des nations. Donc voilà, donc on ne mettez pas entre parenthèses, ça c'est inclus, c'est vraiment dans l'idée. C'est donner le maximum de chance à une gestion raisonnée, partagée et concertée d'une biosphère finie. Donc c'est pas quelque chose qui s'oppose, si vous voulez, à un renforcement in fine des institutions globales. C'est tenir compte de ce qui s'y oppose aujourd'hui et du sein même des nations, trouver les dispositifs les moins incapables de conduire les nations à une gestion concertée de la finitude, excusez-moi, à laquelle elles seront de plus en plus violemment confrontées. C'est ça l'idée. J'aurais beaucoup de questions, je vais réduire à vraiment très peu, mais j'aurais vraiment beaucoup, on va continuer d'en discuter. Je crois que je vois assez bien le problème dans lequel vous êtes, mais j'exprimerai les choses de la façon suivante. D'un côté, vous êtes convaincu qu'il faudrait malgré tout plus d'expertise, c'est-à-dire que les représentants sont incapables, dans la logique de réflexion, de carrière, de trajectoire qui est la leur, d'avoir le bon point de vue. Donc la représentation, l'élection ne suffit pas à avoir le bon point de vue. La majorité ne suffit pas à avoir le bon point de vue. Donc il faut plus d'expertise. Mais vous voyez bien par ailleurs, et là je comprends très bien la difficulté, je n'ai pas la solution non plus, c'est juste que je ne suis pas sûr qu'il faut comment dire, pardonnez-moi, se coincer dans cette difficulté, parce qu'une fois qu'on y est, on ne sort plus. C'est bien délicat, oui. Après, vous pondérez l'expertise en disant, vous venez de le dire dans la réponse à ce que disait Cassien, que dans votre, ce que vous appeliez une réforme du Sénat, enfin dans votre dispositif, il n'y aurait pas que des experts, mais il y aurait aussi des gens qui ont fait leurs preuves, vous avez dit, dans tel ou tel secteur d'activité, par exemple des entrepreneurs qui auraient bien réussi, des gens qui ont fait leurs preuves d'une manière ou d'une autre. Bon, des bons. Non, des gens dont bons, l'expérience les rapporte au long terme, aux enjeux de long terme. Voilà. Et comment on les détermine? Comment on les choisit? Parce que l'expertise, on peut imaginer des recrutements d'experts. Mais là, le type d'expertise qu'auraient ceux du deuxième type, c'est que ce ne seraient pas seulement des gens qui auraient à leur disposition les meilleures connaissances disponibles à leur plus haut degré d'élaboration, mais qui auraient une espèce de sens du kairos, de la décision, capable de savoir ce qu'il faut faire au bon moment dans tel contexte, à partir des expertises générales qu'on peut penser disponibles dans des arènes du type GIEC ou autre. Mais là, il faudrait des gens qui soient bons dans la décision. Et il n'y a pas de lien, là vous avez raison, il n'y a pas de lien direct entre la capacité d'être extrêmement expert dans une cumulation de connaissances les plus élaborées possibles sur un secteur comme celui du changement climatique et la capacité de prendre des décisions. Donc, voilà, comment les choses se passent, je ne sais pas. Et donc, comme on ne sait pas, et qu'à mon avis on ne peut pas savoir, c'est-à-dire comment on va choisir les bons, qui ne sont pas seulement des experts, mais qui sont capables de bien décider, qui sont capables d'être bons, pas seulement dans la détermination de l'objectivité des connaissances, de l'objectivité théorique, mais aussi dans l'objectivité pratique, les choix moraux, les choix éthiques globaux ou nationaux, enfin, des bons. Donc, comme on ne sait pas, alors on dit, en tout état de cause, il faut changer de dispositif, parce que dans les dispositifs où l'on est, on a affaire à des gens qui sont affalés, des gens qui sont pris dans la logique consumériste, donc il faut que ce soit des gens plus intelligents, plus capables de volonté d'agir par des motivations, d'agir par devoir, quelque chose comme ça, enfin, et moins pris dans la consommation, donc moins consumériste. Donc on va introduire à ce moment-là, pour imaginer qu'on pourrait en trouver un zeste de décroissantisme ou d'antidéveloppementisme, un zeste d'imagination institutionnelle pour fabriquer une autre chambre qui serait moins nulle que les parlements, mais moins nulle aussi que notre... il se trouve que je l'ai vu une fois cette année, et y ai parlé une fois, que notre Conseil économique, social et environnemental, qui est encore pire qu'un Parlement ou le Sénat. J'y suis allé aussi, je l'ai connu. C'est effrayant. Bon. Donc, un zeste de décroissantisme, un zeste d'imagination institutionnelle, mais on ne sait pas quoi faire, et un zeste de bonne volonté par des petites communautés autoproduisant leur mode de vie et leurs produits. Bon, mais on n'a pas de raison d'y croire non plus. Donc, à ce moment-là, vous introduisez, vous en êtes venu là, et je pense qu'on en vient là
inévitablement quand on a fait une proposition précise, comme celle que vous aviez faite. Et que, pardonnez-moi, mais d'autres que vous ont fait ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire l'écho est extrêmement bas. Faible. Extrêmement faible. Et qu'on se dit, c'est pas parce qu'on ne l'a pas bien faite, mais qu'on va pas on peut la refaire, on va faire une deuxième édition, on va faire une deuxième version, etc. Mais personne n'entend. Par exemple, Thomas Poggi a le même genre de problème, 10 ans après avoir produit son projet pour lutter contre l'extrême pauvreté. Personne n'écoute et ça ne produit rien. On a fait comme ça des propositions pour réformer un dispositif plus restreint comme le dispositif académique ou les programmes de philo en terminale. Mais tout le monde s'en fout. Oui. Après, on se dit qu'il faut des chocs. Des chocs. Donc vous devenez inévitablement catastrophiste. Inévitablement, en attendant du choc comme tel que ça modifie la donne. Mais si vous voulez, vous êtes passé du premier type de film catastrophe où il y a à la fin quelqu'un qui sauve le monde, au deuxième type, le plus intéressant aujourd'hui, j'adore ce genre de film, qui sont ceux où le monde périt. Et où il reste 100 000 personnes dans les films catastrophistes optimistes, 15 dans ceux qui ont tout imaginé sur le mode d'une glaciation gigantesque, et voilà. Mais c'est pas ça. C'est tout à fait ça. Mais je vous réponds. Déjà, c'est vraiment important de bien isoler, si vous voulez, les étapes du raisonnement. La première étape du raisonnement, c'est qu'effectivement, manifestement, on ne tient pas compte de ces problèmes. On n'en tient pas compte depuis 40 ans. Depuis 40 ans qu'on en parle, les choses se sont même accélérées en termes de dégradation. On pourrait faire remonter, si vous voulez, le développement durable aux 3 fameux principes de la déclaration de Stockholm. C'était déjà les mêmes. Bon, ça fait plus de 40 ans. Et en 40 ans, la situation s'est hautement dégradée. Alors, la première chose, voilà, c'est ça. Déjà, la première idée, c'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi nos systèmes ne parviennent-ils pas à prendre ça? Ça, je dirais que c'est la première étape. Manifestement, jusqu'à maintenant en tout cas, je n'ai pas beaucoup de raisons de m'en écarter. La deuxième, non, c'est pas d'attendre, si vous voulez, soit le sauveur, soit une catégorie de décideurs hors normes, parfaits et qui seraient parés toutes les vertus. Non, ces fameux représentants de la troisième chambre, ils ne décident de rien, justement. Contrairement à ce que vous venez de dire, ils ne décident de rien. Ils sont simplement là, mais ils sont simplement là, eux, pour opposer un veto à une mesure législative qui est en contradiction avec certains, et notamment le principe de la Constitution dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très différent. C'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire, ils ont, ils n'ont pas le pouvoir de statuer, comme aurait dit Montesquieu, c'est simplement le pouvoir d'empêcher. Et d'empêcher de façon transitoire. Donc non, on n'a pas à avoir des gens parfaits. Et ils ont une mission finalement assez bornée, d'autant plus bornée que quelque part, il y a cette agence de moyens qui fournit beaucoup de données et ils peuvent difficilement se retrouver en contradiction avec. Donc on est là simplement dans la proposition d'amorce d'un changement institutionnel. Mais à la limite, peu importe que ce soit cette proposition ou une autre, l'idée c'est qu'à un moment donné, et alors c'est aussi très important dans le contexte américain, c'est pas pour rien que je travaille avec ce collègue, si vous voulez, on est jusqu'à peu, dans ce contexte américain, on est dans un contexte où la Constitution était parfaite, irréformable, sauf par amendement, mais où le système était conçu comme améliorable à la marge, mais finalement sacré. Et évidemment, avec le blocage des institutions, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais il y a un livre qui a cassé le tabou, et l'idée qu'effectivement, peut-être les institutions américaines ne seraient pas parfaites, et qu'elles ne méritent pas leur sacralité, c'est une idée qui fait son chemin. Donc, on est vraiment dans cette stratégie-là. C'est-à-dire, voilà, nous avons des démocraties représentatives, elles posent un problème, elles n'arrivent pas à accrocher sur ces difficultés, ouvrons le chantier. Alors là, peu importe qu'on soit suivi ou non. Notre objectif, je l'ai rappelé tout à l'heure, on n'a pas la naïveté de penser qu'on allait être suivi. Alors je ne suis pas Thomas Poggi, j'ai jamais eu cette naïveté, non. Mais ce qu'on dit, c'est ouvrons le jeu institutionnel et appelons à une spéculation institutionnelle par rapport à ce type de difficulté. Et effectivement, à partir de ce moment-là, l'idée, si vous voulez, du choc, alors encore une fois, justement, le fait de parler de chocs successifs, etc., on n'est pas sur le jour d'après, hein. On n'est pas sur ce genre de scénario. Encore que, vous savez, dans un des scénarios du Pentagone, on a imaginé
on pouvait imaginer le pire scénario avec une humanité, j'insiste, d'1,5 milliard en 2050. Scénario du Pentagone, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, mais moi je table pas du tout là-dessus. Hein, j'en sais rien. Voilà. Première étape, on ne parvient pas. Parce que c'est notre système institutionnel. Deuxième étape, ouvrons l'imagination institutionnelle et spéculative. Troisième étape, effectivement, nous aurons des chocs, nous aurons des soubresauts, et on peut très bien imaginer qu'à ce moment-là, un certain nombre de verrous, à l'entente de ce genre de propositions, s'ouvrent. C'est un pari sur l'avenir. Sur les chocs. Oui, pas seulement sur les chocs. Bon, les chocs, j'ai pas de doute, vu ce que je sais par ailleurs. Hein. Le pari n'est pas sur les chocs. Le pari est sur l'effet positif que pourraient avoir ces chocs. Alors ça, c'est un vrai pari. Et celui-là est beaucoup plus risqué. Ouais. Vous en prie. Julien. Ah oui. J'en profite parce que je voulais justement rebondir sur la question des chocs. Je voulais savoir, bon, ce n'est pas directement lié au changement climatique, mais c'est quand même un désastre environnemental. Je voulais savoir quel est votre diagnostic par rapport à Fukushima, vu que c'était quand même un peu un choc et que ça n'a pas produit vraiment un véritable changement institutionnel. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, excellente question, mais c'est, si vous voulez, quand même relativement ambivalent. Effectivement, au Japon, ça n'a pas produit le choc auquel on s'attendait, puisque Abe est revenu au pouvoir, il appelle un retour de l'énergie nucléaire. Je vous rappelle quand même, pour le moment, les réacteurs restent fermés. En revanche, à l'échelle internationale, on ne peut pas dire que ça a été sans effet. Alors, on va voir maintenant si les pays qui sont engagés à sortir, mais par exemple l'Allemagne, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle va réussir. Puisque désormais, aujourd'hui, en termes renouvelables, ils produisent plus d'électricité que n'en produit leur propre industrie nucléaire. Alors, avec des coûts, avec des difficultés, etc. La Suisse s'est engagée à se retirer du nucléaire. On verra bien. Je vous rappelle qu'en 80, la Suède s'était engagée à sortir, elle n'a toujours pas sorti, donc l'engagement ne suffit pas. Mais la Suisse s'est engagée. Et c'est le pays le plus courageux, parce que c'était le deuxième pays au monde à être nucléarisé en termes de proportion d'énergie nucléaire. En Suisse, c'est 40% de l'énergie électrique qu'on y consomme qui est produite par le nucléaire. C'est le second pays après la France. Donc pour ce pays, sortir nucléaire, ça ne va pas être une chose facile. Alors, non, on est dans quelque chose de demi. Et justement, là, on est comme pour Sandy, si vous voulez. On est dans un choc très localisé, qui n'a que très peu d'effets au-delà des frontières, qui a justement, alors, qui a des effets paradoxaux. Je vous rappelle que la Suisse, qui par sa petitesse et son exiguïté peut ressembler à une île en Europe, puis la dernière votation fait que ça prend un tour un peu plus concret, pour elle, une catastrophe nucléaire, c'est ingérable. Vous allez vous réfugier où ? En revanche, vous avez des insulaires, mais alors évidemment, eux nous ont toujours habitués à des choses assez fantastiques. Vous savez que le redémarrage du programme nucléaire anglais a été décidé durant l'été 2011. Et vous avez un éditorial du Guardian signé Georges Monbiot, qui est une sorte d'écologiste porte-drapeau chez eux, qui dit quoi, Fukushima, c'est que ça, alors allons-y. Ça, c'est très british. Vous n'aurez aucun autre pays au monde qui tirerait une telle catastrophe, une telle conséquence. Ce sont nos amis anglais, mais enfin bon, voilà, ils sont comme ça, on ne les refera pas. Donc effectivement, les conséquences sont très paradoxales, mais on a affaire à un événement certes dramatique, mais localisé, et surtout sujet à interprétation. Vous avez vu défiler sur les plateaux télévisés français Anne Lauvergeon, l'inénarrable Allègre, etc., qui nous ont dit c'est pas un accident nucléaire, c'est un accident dû à un tremblement de terre. C'est pas un accident nucléaire. Or, c'est relativement se fiche du monde parce que on a déjà évoqué l'idée d'aller mettre des centrales nucléaires dans un pays aussi lourd sur le plan sismique. Mais en plus, ce n'est pas tout à fait juste. Un réacteur, quand il fonctionne, n'est pas dangereux. Un réacteur devient dangereux systématiquement chaque fois qu'on l'arrête.
Et les deux grands accidents qu'on a eu lieu, c'est ça. Tchernobyl, on a voulu l'arrêter pour des raisons expérimentales, vous connaissez la suite. Et là, on a dû l'arrêter, il s'est arrêté automatiquement à cause de ça et on n'a pas pu gérer l'accès de chaleur. Bon. Donc voilà, sujet interprétation, c'est comme le changement climatique. Il y a beaucoup d'Américains qui, après Sandy, disent ben non, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a infligé une punition. Ok, d'accord, dans ces cas-là, c'est difficile de discuter. Donc, c'est ce qui fait toute la difficulté de la chose. Ce qui est proprement humain, c'est cette latitude d'interprétation qu'on a. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que les choses soient très méchantes pour le restreindre. Vous avez toujours des gens aujourd'hui qui croient au grand soir. L'effondrement de l'Est n'a pas fait que... Voilà. Donc ça, c'est une aptitude infinie de l'humanité à interpréter. Une autre question. 1 et 2. Oui, merci. Donc si les choses sont si désespérantes que ça au niveau national, pour revenir sur votre conclusion, qu'est-ce que vous en pensez au niveau international ? Typiquement, enfin, vous avez parlé du GIEC qui a été mandaté par les Nations Unies. On peut aussi citer le système carbone qui a été mis en place par l'Union européenne. Les choses sont en train d'avancer, même si elles avancent très, disons, lentement, elles avancent quand même. Est-ce que là, on n'a pas quand même certains espoirs, même s'ils sont assez faibles, de pouvoir réduire ou au moins stabiliser à moyen terme les émissions de gaz à effet de serre? Donc, dans votre conclusion, vous avez dit que, par exemple, pour le Canada et la Russie, ça peut bloquer les négociations parce que pour eux, c'est bénéfique, mais c'est bénéfique dans le très court terme. Dans le long terme, tout le monde va en souffrir. Donc, dans le moyen et le long terme, il va y avoir de plus en plus d'incitation à coopérer. Donc, au niveau international, peut-être les choses peuvent permettre de débloquer les choses au niveau national. Je me demandais également au niveau subnational. Typiquement aux États-Unis, vu qu'au niveau fédéral, les choses sont bloquées, on voit de plus en plus d'États, typiquement la Californie, qui mettent en place eux-mêmes des politiques climatiques. Donc, au niveau supérieur et inférieur par rapport au niveau national, est-ce qu'on n'a pas plus d'espoir ici de pouvoir progresser en termes de politique climatique? Est-ce qu'on peut prendre la deuxième question en même temps parce que... Le temps passe, oui. Face à l'incapacité des démocraties nationales à répondre correctement aux problèmes environnementaux, vous avez exploré différentes solutions. J'ai l'impression qu'il y a une posture que vous n'avez pas vraiment abordée, qui est celle de nos ONG environnementales qui, dans les années 90, ont essayé de transformer les institutions politiques, d'influencer les organisations internationales, souvent en vain, et qui se sont résignées finalement à jouer au sein du marché économique, selon les lois du marché, pour influencer directement les entreprises, essayer de leur faire adopter des codes de conduite pour réduire leurs émissions de CO2 par exemple, leur imposer des audits, leur faire publier des rapports de développement durable, etc. Quel regard philosophique vous portez sur ces solutions qui viennent de la société civile et pas des institutions politiques à proprement parler? Alors, merci pour vos deux questions, et j'ai peu de temps. Je dirais que le problème, ce n'est pas l'inaction, il n'y a pas d'inaction. Le problème, par rapport au climat, c'est la mollesse de l'action. Alors, face à cette mollesse de l'action, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une passe assez difficile. Hein. Si vous regardez les engagements qui ont été pris après l'échec, qui ont été pris de manière volontaire après l'échec de Copenhague, on est au mieux, si ces engagements étaient respectés, sur une trajectoire de 3 degrés. Mais si on regarde en réalité les investissements qui sont faits, pensez au gaz de schiste, pensez à l'huile de schiste, pensez au redémarrage du charbon, y compris d'ailleurs en Allemagne, etc., on est plutôt sur une trajectoire plus élevée. Maintenant, si l'on voulait éviter l'objectif, d'atteindre les 2 degrés, hein, si on voulait respecter cet objectif, eh bien, déjà cet objectif en 2027, c'est fini, on ne pourra plus le réaliser. Et pour le réaliser, imaginons qu'il y ait un accord à Paris en 2015, la nouvelle période d'engagement serait à compter de janvier 2021. Pour réaliser ce qui serait demandé, c'est-à-dire une baisse des émissions à partir de 21 de 5% par an, ça serait notre seule chance d'éviter, d'avoir 3 chances sur 5, plus exactement, d'éviter une augmentation de la température de 2 degrés à la fin du siècle. 5% en moyenne, ça veut dire pour des pays comme les États-Unis, plusieurs dizaines de pourcents par an. Vous rêvez, on n'y arrivera jamais.
Donc toute la difficulté, enfin, si vous voulez, il faut essayer de faire valoir toutes les initiatives à tous les niveaux, quels qu'elles soient, pour éviter qu'on s'éloigne de trop de l'objectif des 2 degrés. Mais je dois dire, ce qu'on fait depuis plusieurs années nous amène sur une trajectoire qui excède largement ces 2 degrés. Et c'est là que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Et je dirais que le relatif silence dans lequel est tombé les 3 successifs sous-rapports du GIEC, de l'IPCC, est assez inquiétant. Sur la deuxième question. C'était une façon de répondre aux 2. Alors, effectivement, tout ce que les ONG peuvent faire, tout ce qu'on peut faire qui revient à limiter, si vous voulez, nos émissions est une très bonne chose en soi. Mais alors, je suis très sceptique sur les instruments de marché. Parce qu'on n'est plus du tout du temps d'Hayek. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut acheter et vendre tout, n'importe quoi, n'importe quand, et avec plusieurs millions de transactions à la seconde, ce qui fait que les prix aujourd'hui connaissent une instabilité avec une espèce d'agitation comme ça, avec des courbes qui sont totalement déconnectées de la réalité physique. Or, qu'est-ce qu'on appelle la croissance verte, l'économie verte? C'est notamment donner un prix à la nature. Alors qu'aujourd'hui, le prix est totalement déconnecté de la donne physique. Donc je suis très très sceptique vis-à-vis de ce genre d'instrument. Maintenant, inciter tel industriel effectivement à réduire ses émissions et tout, au contraire, c'est une excellente chose. Tous les efforts qu'on va faire sont tous bons à prendre. Mais le problème, c'est qu'il faudrait éviter de franchir certains seuils. J'ai vraiment peur que ce soit fini pour les 2 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il faille plier les bras. Mais il faut au moins éviter de s'en éloigner au maximum. Et on n'en prend pas le chemin pour le moment. Et ça m'inquiète beaucoup. Merci.